Merci beaucoup d'être présent pour cette session d'information sur le programme Virage durable, qui est donc le programme qui vise à soutenir la mise en œuvre de projets innovants, favorisant l'utilisation de transports actifs et collectifs lors de festivals et événements. Alors, cette présentation va être enregistrée. Ça va commencer tout de suite. Je suis Margot Guimbal, coordonnatrice au développement durable chez Événements Attractions Québec et la présentation va vous être présentée par ma collègue Julie Roussel, qui est conseillère au développement durable chez Événements Attractions Québec. Merci, comme le disait Joël, de fermer vos micros. Oui, c'est Euh, moi. Écoute, tout le monde ferme bien ses micros, merci beaucoup. Sinon, on peut les fermer pour vous petit à petit, juste pour faciliter la présentation, dans le fond, qui va être d'une durée d'1 heure, avec un 30 minutes de présentation par Julie, puis un 30 minutes de questions. Sachant qu'on est vraiment beaucoup sur cette session d'information aujourd'hui, on va également être présente après la présentation si vous le souhaitez, si vous avez des questions supplémentaires. N'hésitez surtout pas à nous envoyer des courriels à viragedurable@eaq.québec ou à visiter le site web viragedurable.com. On va répondre à vos questions avec plaisir. Concernant les questions, vous pouvez les poser petit à petit dans le chat. Si c'est des questions assez rapides, je vais essayer d'y répondre. Sinon, elles seront répondues à la fin par Julie pendant la période de questions. Puis sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, vous allez avoir un petit sondage qui va apparaître juste avant de commencer. Et également un autre entre la période de présentation et la période de questions. Voilà, ça va juste popper à votre écran. Vous pouvez y répondre. Puis dans le fond, nous, on va juste enchaîner avec le reste. Voilà, je pense que c'est bon. Julie, je vais te laisser la parole. Non, je vais d'abord présenter euh, comment on va faire cette présentation. Donc, on va vous présenter rapidement qui on est, Événement Attraction Québec. Ensuite, on va vous présenter le programme Virage Durable, quelques définitions, les critères d'admission à l'appel à projet qu'on vous présente aujourd'hui, ses caractéristiques, la démarche d'obtention et également les formalités de versement de l'aide financière. Et puis, on passera à la période de questions, comme je vous le disais. Voilà, la présentation s'enregistre. Julie, je te laisse la parole. Merci Margot, bienvenue à tous. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui en si grand nombre. J'aime ça quand je vois plein de gens intéressés par le transport actif et collectif comme ça me donne un petit espoir, puis j'aime beaucoup ça. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Événements Attractions Québec, on est le plus grand regroupement de festivals, événements et attractions touristiques au Québec. On est une association touristique sectorielle officielle qui est reconnue par le ministère du Tourisme et on est aussi un organisme national de loisirs qui est reconnu par le ministère de l'Éducation. Notre mission, c'est de concerter, représenter et soutenir notre réseau de plus de 500 membres dans une communauté dynamique et innovante pour contribuer à la vitalité de toutes les régions du Québec. Donc, le programme de soutien aux projets innovants, transport actif et collectif s'inscrit vraiment dans notre mission d'organisme. Les objectifs de ce programme, comme le titre l'indique, c'est vraiment de soutenir la mise en œuvre de projets innovants qui vont inciter la population et les visiteurs à utiliser davantage les modes de transport actifs et collectifs dans les festivals et événements touristiques. Donc ici, je voudrais porter votre attention à deux éléments super importants. On parle de projets qui, en premier lieu, vont cibler vraiment les populations et les visiteurs. Donc, c'est ça notre clientèle cible en premier lieu dans un projet, dans des festivals et événements touristiques seulement. Donc, dans le cas présent, ce programme s'adresse qu'aux festivals et aux événements. Donc, c'est deux éléments à garder en tête. De façon plus globale, les objectifs du programme, bien entendu, vont favoriser l'utilisation du transport actif et collectif, comme j'ai dit, dans les festivals et événements. Mais ils vont aussi contribuer à mieux déterminer les incitatifs, les types d'aménagement et les types d'infrastructures qui ont le plus grand impact possible dans différents lieux, différents contextes, différentes saisons. Tout en permettant de réduire les inégalités sociales en matière de santé. Donc ici, on ne cherche pas à ce que chaque projet détermine un incitatif, mais c'est l'ensemble des projets qui vont être soutenus
qui, à la fin du programme, vont être capables de déterminer les incitatifs, les aménagements et les infrastructures. Donc, on parle vraiment l'ensemble des projets du programme et pas seulement un projet à lui seul. Il va juste contribuer à cet objectif. Puis, le dernier objectif plus global, c'est de mettre en œuvre des projets innovants, donc quelque chose de nouveau qui vont inciter les populations à utiliser davantage de transports actifs et collectifs en fonction des saisons. On s'attend aussi, par la nature des projets, que les projets soutenus vont pouvoir servir de modèle pour d'autres événements ou festivals. Donc, de reprendre ce qui a été fait à un endroit pour le copier ailleurs, selon, bien entendu, les critères de région, de contexte, de saison, et peut-être même qu'il n'y aurait pas les mêmes critères, mais qui seraient reproductibles ailleurs. Avant de continuer, je veux voir avec vous 3 petites définitions. Dans le guide du demandeur, il y a plus que de définitions que ça, mais avec vous aujourd'hui, je vais en voir 3 pour être sûr que tout le monde comprenne de quoi je parle. Quand on parle de projet innovant, ça implique automatiquement un élément nouveau ou amélioré. Donc, l'amélioration va amener une nouveauté. Donc, ça, moi, c'est comme ça que je le retiens, c'est comme ça qu'il faut le voir. Puis après, ça peut être un nouveau ou une amélioration d'un produit ou au niveau de la mise en place d'un processus. Puis, c'est au sein d'une organisation ou d'un territoire ou d'un secteur d'activité. Donc, par exemple, une organisation qui met en place, qui améliore un processus qu'il y avait déjà dans son organisation, mais ça c'est une disposition différente de ce qu'il y avait précédemment. Lorsqu'on parle de transport actif, ça inclut tous les modes de déplacement qui impliquent de l'énergie humaine, donc un effort musculaire. Là, on s'entend, on n'est pas dans un effort soutenu musculaire pendant 1 heure de temps. Là. Dès que la mécanique humaine est engendrée pour un mode de déplacement, on parle de transport actif. En termes de transport collectif, c'est l'ensemble de tous les modes de déplacement qui mettent en œuvre des véhicules qui peuvent accueillir simultanément plusieurs personnes. Donc, si on y pense plus largement, le covoiturage serait un exemple de transport collectif. Bien entendu, le transport en commun. Puis, bien, si on veut des fois peut-être se poser la question, est-ce que c'est du transport collectif? On peut se poser la question, est-ce que c'est en opposition au transport individuel? Donc, voilà. Si je reviens au programme. Le programme Julie, de... Oui? si je peux me permettre, on a des petits retours comme quoi le son est pas excellent. Est-ce que tu aurais la possibilité de retirer peut-être tes écouteurs? J'ai l'impression que ça grésille un tout petit peu pour certains. Je peux essayer. Est-ce que c'est mieux? Allons-y comme ça, ouais, je te dirai si jamais. Parfait. Merci. Que ça va? Oui, ça me semble mieux. Merci. OK. Je peux aussi essayer de parler plus fort si ça peut aider. Si je parle trop fort, dites-moi-le. Donc, je disais, on revient au programme. Le programme de soutien de projets innovants qui favorise l'utilisation de transports actifs et collectifs est divisé en 2 sous-volets. Donc, le volet 1.1 qui traite vraiment de projets pilotes ou d'immobilisation sur le terrain. Puis, le volet 1.2 qui parle de projets de sensibilisation et de promotion au transport actif et collectif. Pour mieux vous aider à comprendre, dans le volet 1.1, les projets ils vont pouvoir aider à réduire en totalité ou en partie des nuisances provoquées par les festivals et les événements. Là, quand on parle de nuisances, c'est peut-être un mot fort, mais on parle à tout le bruit, on fait référence au bruit qu'il peut y avoir lorsqu'on implante un festival ou un événement, à la pollution plus accrue due au transport automobile qu'il va y avoir autour de l'événement. Les projets vont aussi pouvoir augmenter l'accessibilité pour les personnes à mobilité plus restreinte. On pense ici à des personnes avec des incapacités physiques, à des personnes plus âgées, aux familles avec des jeunes enfants aussi.
Puis, les projets vont pouvoir permettre aux municipalités de bénéficier des aménagements après les événements. Par exemple, lorsqu'on parle de consolidation ou d'amélioration d'un réseau de transport en commun, bien entendu, la municipalité va bénéficier de ces aménagements-là, même lorsque le festival ou l'événement est terminé. Dans le volet 1.2, pour mieux comprendre, les projets, ils vont chercher à développer des actions innovantes de sensibilisation et de promotion au transport actif et collectif. Ça peut être par la mise en place d'incitatifs à utiliser le transport actif et collectif, entre autres par l'argumentaire financier ou par la démonstration des effets favorables sur la santé des individus à utiliser plus le transport actif et collectif. Puis aussi, dans le volet 1.2, les projets vont pouvoir aider à augmenter les compétences des parties prenantes en termes de transport actif et collectif, mobilité durable. Puis on parle vraiment de l'ensemble des parties prenantes. En termes de critères d'admissibilité, je vous disais que c'était vraiment que ce programme s'adresse qu'aux festivals et événements touristiques. C'est de façon, les définitions de festivals et événements touristiques, on cherche des produites et tenues au Québec, bien évidemment, d'une durée minimale de 2 jours de programmation, organisée en fonction d'une thématique ou d'une programmation d'activité, puis ayant déjà minimalement réalisé une édition préalablement au dépôt de la demande. Donc, ça ne peut pas être un nouveau festival ou un nouvel événement qui aurait lieu pour la première fois avec un projet de transport actif et collectif dans le cadre de ce programme. Qui peut déposer? Les organismes à but lucratif, les organismes à but non lucratif, coopératives, entités municipales, communautés, organismes, entreprises et nations autochtones, et tout regroupement de ces clientèles-là. Donc, un point important ici, c'est que dans le regroupement, tous les membres du regroupement doivent faire partie de clientèle admissible. On ne peut pas avoir un regroupement avec une organisation ou une entité qui ne pourrait pas être admissible. 3 petits critères supplémentaires particuliers obligatoires au programme. La tenue d'au moins une édition du festival ou de l'événement doit avoir lieu pendant la période de réalisation du projet. Pour tester le projet, bien entendu, puis aussi effectuer un sondage auprès des festivals. Deuxième petit critère particulier, les organisations qui déposent un projet puis qui effectuent le projet doivent accepter de partager leurs résultats et les étapes de mise en place de leur projet avec EAQ et les autres entreprises du secteur. Si on se rappelle, au début, je parlais beaucoup qu'ensemble, l'objectif global des programmes, ça va être que tous les projets ensemble vont nous aider à mieux identifier les incitatifs, les types d'aménagement et les types d'infrastructures. Donc, pour ça, on a besoin que les projets acceptent et d'être partagés avec nous et avec les autres entreprises du secteur. Puis, le projet déposé peut être une consolidation d'un projet existant, mais il doit simplement démontrer de façon très claire qu'il y a des nouveaux objectifs. Donc, on en revient encore une fois un peu à la définition de projet innovant. Si on a une amélioration de quelque chose qui existe déjà, on a l'effet de nouveauté. Puis, si c'est démontré clairement que ça répond aux objectifs, à de nouveaux objectifs qui sont en lien avec le programme, c'est admissible. En termes des dépenses admissibles, il y a tous les autres critères d'admissibilité étaient les mêmes pour les volets 1.1 et 1.2. Dans le cadre des dépenses admissibles, il y a des légères, mais très légères différences que je vais voir avec vous. Pour le volet 1.1, en termes de coût de réalisation, on demande un minimum de 65%
des dépenses admissibles au projet dans les coûts de réalisation. Ça inclut de l'allocation d'équipements, machinerie, acquisition de matériaux, fournitures, infrastructures. Tout ce qui est frais d'aménagement du territoire et dans les coûts de réalisation, le mobilier urbain, les services, bien entendu. Ça peut être aussi création d'outils de signalisation essentiels au projet, comme des panneaux d'information ou tout simplement vraiment des panneaux de signalisation en bonne et due forme. Puis, tout ce qui est honoraire à des professionnels reconnus rentre dans les coûts de réalisation. Donc, ici, on est à un minimum de 65 %. Coût de promotion et de communication, on est à un maximum de 10 %. Ici, c'est la promotion, marketing, communication pour la diffusion et la publication des résultats. Donc, vous allez, pour ça, c'est pour la communication de la mesure qui est mise en place, qui est un maximum de 10 %. Si vous faites de la sensibilisation, ça rentre dans de la réalisation. Donc, c'est une légère différence à avoir en tête. Les coûts des salaires, maximum de 20 % peuvent aussi être une dépense admissible, donc tout personnel régulier attitré à la réalisation du projet. Frais d'administration, un maximum de 5 % qui inclut les dépenses liées à l'audit externe et les taxes nettes. Volet 1.2. Donc, comme je vous disais, des petites différences. Ici, le coût de réalisation, on est à un minimum de 60 %, donc on baisse de 5 %. Les dépenses dans les coûts de réalisation peuvent être telles que l'allocation, encore une fois, d'équipements, machinerie, acquisition de matériaux, fournitures, frais d'aménagement du territoire, coûts de mobilier urbain, services, création d'outils de signalisation et honoraires versés à des professionnels. Donc ça ne change pas beaucoup. Puis, le 5 % qui a été enlevé dans le coût de réalisation est ajouté au coût de promotion et de communication dans le volet 1.2 parce qu'on parle vraiment de projets de sensibilisation et de promotion. Donc, on s'attend à ce qu'un projet de sensibilisation et de promotion demande peut-être un petit peu plus de coûts de promotion et de communication pour le faire valoir. Donc, voilà. Sinon, le coût des salaires est le même. Puis, dans les frais d'administration, on reste à 5 %. Puis, la différence, c'est que le volet 1.2 ne demande pas d'audit d'un CPA à la reddition. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas inscrit ici. Mais les frais d'administration restent à 5 %. Puis, bien entendu, les taxes. Les dépenses qui sont non admissibles, tous les frais qui sont engagés avant la date de dépôt du projet, puis après la date de fin de projet sans excéder le 31 mars 2026. Donc, ici, il y a quand même beaucoup d'informations importantes. Lorsque vous déposez un projet et que vous avez le courriel de confirmation d'accusé de réception de votre projet, ça fait office de date de dépôt de projet à laquelle vous pouvez commencer à émettre des dépenses admissibles. Bien entendu, c'est un peu à vos risques et périls tant que vous n'avez pas l'annonce officielle que votre projet est confirmé, mais c'est quand même possible. La date de fin de projet va être spécifique à chacun des projets dans les conventions que nous allons avoir avec chacune des organisations. Puis, le 31 mars 2026 est la date de fin de programme. Comme autre dépense non admissible, c'est quand même c'est quand même assez courant. Donc, tout ce qui est coût d'entretien d'exploitation, qui est des aménagements qu'une organisation aurait déjà, mais qui n'a pas subi aucune modification en lien avec le programme. Tout ce qui est lié aux activités courantes de l'organisation. Bien entendu, les dépassements des coûts prévus au dossier, ce n'est pas admissible. Tout ce qui est relié au fonds de roulement, service de la dette, perte d'opération, perte en capital, rachat de capital.
partie de la taxe de vente du Québec et de la taxe sur les produits qui a droit à un remboursement, puis toute dépense d'enfant qui n'est pas liée au projet. Le type de projet admissible, sans illimité, donc ça c'est important ici sur lequel que je veux appuyer, sans illimité. Les projets doivent nécessiter de l'aménagement ou des infrastructures et ou, donc vraiment je mets l'emphase sur et ou de l'acquisition de matériel et ou de nouveaux services et ou des activités de sensibilisation et de promotion. La plupart des projets, de par la nature d'un projet de transport actif et collectif, va inclure presque tout ça sans même qu'il y ait un effort. Pour qu'un projet de transport actif et collectif soit complet, ça demande principalement ces 4 éléments-là. Bien entendu, selon la nature de certains projets, il se peut qu'il y ait un point qui ne soit pas présent. Donc, c'est pour ça que je précise le « et » ou. De façon un petit peu plus, pour vous donner plus d'exemples, pour que vous aidiez à encore mieux comprendre, les projets, le type de projet admissible qu'ils pourraient avoir, ça serait des changements de trajet, d'horaire et ou ajout de transport commun pour la durée du festival ou de l'événement. Ça pourrait être la mise en place d'infrastructures pour les vélos. Ça pourrait être une réduction du prix de billets de transport en commun ou autre incitatif financier qui n'est pas nécessairement de l'argent direct, mais qui coûte un montant. Une création de campagne de communication pour annoncer la mesure de transport actif et collectif, création de nouvelles signalisations, création de pistes cyclables, création de chemins trottoirs pour sécuriser le transport à pied, et campagne de sensibilisation pour encourager les utilisateurs à emprunter le transport actif et collectif. Ici, on vous a mis les exemples de ce qu'on a vu le plus souvent, soit ici au Québec, au Canada ou à l'international, de type de projet quand on parlait de mobilité durable, de transport actif et collectif. Bien entendu, ça peut être autre chose, ça peut être un amalgame de plusieurs projets qui sont là. C'est vraiment juste pour vous donner un exemple. On en a d'autres avec nous. Si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Au niveau de l'aide financière pour la création et la mise en place de ces projets-là, donc le taux d'aide financière maximum est de 50 %. Donc, le financement du projet doit comporter une mise de fonds monétaires du bénéficiaire provenant de sources non gouvernementales. Donc, selon l'organisation qui dépose le projet, la mise de fonds diffère, puis le cumul maximal des aides gouvernementales aussi. Ce qui est vraiment important à avoir en tête ici, c'est que le taux d'aide financière maximum est de 50 %. En détail, dans le volet 1.1, pour être admissible à une aide financière, le projet dans sa totalité doit présenter des dépenses admissibles d'un minimum de 100 000 $. Pourquoi ça a été mis comme ça? C'est que lorsqu'on parle de projet pilote ou d'immobilisation sur le terrain, ça inclut de l'aménagement, ça inclut de la mise en place d'infrastructures. Donc, il y a des coûts quand même assez élevés. Puis, par contre, on ne peut pas soutenir tout le monde de façon illimitée. Donc, on a mis un maximal et le montant maximal d'aide financière pouvant être accordé à un projet est de 300 000 $ et il ne peut excéder 50 % des dépenses admissibles. Donc, on a essayé pour démêler tout ça, là, le minimum que vous pourriez recevoir, c'est 50 000 parce que dans la première phrase, on parle vraiment de 100 000 pour l'ensemble du projet. Et le maximum que vous pourriez recevoir, c'est 300 000 d'aide financière parce que c'est un maximum de 50 %. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est un projet présenté d'un montant de 700 000. Si, par exemple, un projet est 700 000, malgré que c'est 700 000, ben, le maximum d'aide financière qui pourra être reçu, c'est 300 000. Si un projet a une dépense de 600 000, ça pourra être 300 000 et ainsi de suite. Donc,
J'espère que c'est clair, sinon je pourrais répondre aux questions par la suite. Donc, ça, c'était pour le volet 1.1. On se rappelle, infrastructure, aménagement, on a des dépenses beaucoup plus élevées. Volet 1.2, pour être admissible à une aide financière, le projet doit présenter des dépenses admissibles d'un minimum de 10 000 $. Donc, on s'entend, c'est plus petit comme montant. Et dans la même veine, le montant maximum d'aide financière pouvant être accordé pour un projet est de 75 000 $ et il ne peut excéder 50 des dépenses admissibles. Donc, dans le cadre du volet 1.2, le minimum qu'on peut recevoir est de 5 000 $ et le maximum qu'on peut recevoir de 75 000 $. Donc, si un projet est présenté d'un montant de 200 000 $ dans le volet 1.2, l'aide financière accordée maximale ne pourra être que quand même de 75 000 $. Les démarches d'obtention de l'aide financière, on est sous 5 étapes. Étape 1, soumission du dossier de dépôt. Vous déposez votre formulaire de dépôt à l'adresse suivante, comme Marco vous l'a dit au début, viragedurable@eaq.québec. Pardon. On vous demande de détailler le plus possible vos explications dans le formulaire de dépôt. C'est à votre avantage de le détailler le plus possible, de mettre le plus d'informations possible. On vous conseille aussi de nous appeler, de nous écrire avant de faire le dépôt d'une demande pour s'assurer de son admissibilité. On a déjà eu depuis que le programme est lancé, le 3 semaines, on a déjà eu plusieurs personnes qui nous ont contactés, soit par courriel ou soit par téléphone, juste pour discuter de leur projet. Puis, on a apporté quelques petites spécifications. Puis aussi, si on se rappelle que lorsque vous déposez votre projet et que vous recevez le courriel d'accusé de réception ou lorsque votre demande est complète, ça fait office de date que vous pouvez commencer à mettre des dépenses admissibles dans votre projet. Donc, si vous déposez un projet sans même vous avoir consulté, vous avez votre accusé de réception, puis vous ne savez pas du tout ce qui en est, ben, ça peut être un plus grand risque pour vous. Un autre point hyper important, c'est un appel à projet en continu. Donc, il n'y a pas de date. C'est jusqu'à épuisement des fonds. Les projets sont analysés à chacune des réceptions de façon continue jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de fonds. Donc, c'est un point super important qui est un petit peu différent de ce qu'on peut être habitué de connaître aussi. Puis, un même demandeur peut déposer qu'une seule demande. Donc, on ne peut pas déposer une demande dans le volet 1.1 et déposer dans le volet 1.2. On ne peut pas non plus déposer dans le volet 1.1 et faire partie d'un regroupement dans le volet 1.2. Donc, c'est vraiment une seule demande. Lors de la demande du dépôt, en plus de votre formulaire de dépôt, on vous demande une résolution de votre CA ou lettre de confirmation président propriétaire de l'organisation qui confirme la demande de dépôt de projet. Votre montage financier, lettre attestant que vous avez les fonds ou obtenu le financement nécessaire à la réalisation du projet parce qu'il y a un 50% qui n'est pas financé par ce programme. Lettre d'appui si applicable, échéancier, puis tout autre document que vous jugez pertinent. Dans le cas présent, là, on va utiliser le mantra plus que pas assez. Plus de détails que pas assez de détails, plus de documents justificatifs que pas assez de documents justificatifs. Donc, voilà. Aussi, de notre côté, ben, on se réserve le droit de demander des clarifications s'il y a lieu de demander des documents supplémentaires ou de rejeter les candidatures qui ne seront pas complètes. Étape 2, on est à l'évaluation, sélection et annonce des projets. Donc, comme j'ai dit, appel de projet en continu, analyse en continu, qui va être analysé par le comité de suivi selon les observations de la grille d'analyse. Donc ici, qu'est-ce qui va être analysé? Ben, c'est le respect des critères d'admissibilité, bien entendu, pertinence du projet selon les objectifs du programme,
répercussions du projet. On cherche des répercussions positives, bien entendu. La viabilité et la faisabilité du projet. Dans des projets plutôt massifs, c'est important de vraiment expliquer la viabilité et la faisabilité de votre projet. Montage financier, puis tous les documents supplémentaires. Par la suite, la liste des projets retenus, recommandés, va être soumis au comité du directeur pour approbation. Ce comité directeur-là se rencontre environ aux 6 semaines, comme mentionné dans le guide demandeur. Le programme ayant été lancé à la fin mai, il y a une première rencontre qui est prévue vers la 2e semaine de juillet et une deuxième rencontre qui est prévue vers la 2e semaine de septembre. Donc, ça vous donne un peu une idée à toutes les fois que moi, je vais devoir soumettre les projets qui auront été reçus et analysés au comité directeur. Bien entendu, prenez en compte que ça demande, selon la nature de votre projet, ça peut demander un certain temps d'analyse qui ne faut pas négliger. Puis, par la suite, l'annonce officielle des projets retenus va être faite par la ministre. Troisième étape, une fois que votre projet est confirmé, l'organisation va recevoir une convention d'aide financière qui sera personnalisée entre EAQ et l'organisation. Donc, c'est vraiment unique à chaque organisation parce que ça va inclure, entre autres, les paramètres les termes de versement de la subvention, la fréquence des suivis, la date de fin de projet, les mesures de reddition de compte. Par la suite, on est dans la réalisation de votre projet. En cours de réalisation, il y a un rapport de mi-étape, un gabarit qui va être fourni de notre part à remplir pour qu'on puisse pour avoir un suivi des travaux en cours, des dépenses réalisées jusqu'à présent. Puis, la fréquence des suivis, comme j'ai mentionné, ça va dépendre de l'ampleur puis de la durée du projet. Ça va être inscrit à la convention, puis ça va être à déterminer entre nous. Puis, la fréquence des suivis, moi, je le vois vraiment comme pas quelque chose de supplémentaire à mettre sur les épaules des organisations, mais vraiment comme une aide qui peut vous aider à réaliser votre projet puis à vous amener à la reddition finale. Puis finalement, justement, on arrive à la 5e étape, bilan des réalisations. Donc, à la fin, à garder en tête, je pense dès maintenant, bien entendu, il va y avoir un rapport d'activité fourni par EAQ qui va être appuyé de photos ou de vidéos ou autres de votre choix là, qui démontrent la réalisation du projet. Il va y avoir un tableau des dépenses réalisées qui est demandé. Puis, il y a la liste des activités réalisées dans le cadre du projet qui ont favorisé le transport actif et collectif, qui peuvent servir aux municipalités après les festivités, qui peuvent devenir récurrentes pour le festival ou l'événement et qui peuvent servir de modèle pour d'autres festivals ou événements. Donc, ça, on ne demande pas qu'il y ait des listes d'activités dans chacune de ces catégories-là. C'est les activités que vous avez faites entre dans quelle de ces catégories-là, tout simplement. Aussi, le bilan des réalisations va devoir inclure le résultat du sondage que j'ai mentionné en début de présentation lorsque je parlais de la tenue d'au moins de la tenue d'une édition durant la réalisation du projet. Les résultats de ce sondage-là, ce qu'on cherche, c'est le pourcentage des participants au festival ou à l'événement déclarant ayant été sensibilisés par les actions de transport actif et collectif mises en place, puis le pourcentage des participants au festival ou à l'événement déclarant que les actions de transport actif ou collectif mises en place ont influencé ou influenceront leur choix de moyens de déplacement. Donc, c'est ça les résultats de sondage qui vont être demandés. Vous allez être, les organisations vont être accompagnées
dans ce sondage-là aussi. Bilan de réalisation, on cherche aussi à avoir le rapport d'audit externe uniquement pour le volet 1, je le rappelle. Dans le guide du demandeur, présentement, la petite modification n'a pas été faite encore, mais ça va être fait d'ici avant la fin de la semaine, mais c'est vraiment cette information-là qui prévaut. Donc, le rapport d'audit est uniquement pour le volet 1.1. Puis, bien entendu, selon la nature du projet, d'autres pièces justificatives qui vont pouvoir être exhibées. Versement de l'aide financière, on parle de 3 versements. Un premier versement qui équivaut à un maximum de 50% lorsqu'on signe la convention. Un deuxième versement d'un maximum de 30% à la transmission et l'approbation du rapport de mi-étape que je vous ai parlé à l'étape 4. Et le dernier versement qui est un 20% à la fin du projet après approbation du bilan de réalisation et du rapport d'audit externe pour le volet 1.1. Pour le volet 1.2, c'est seulement après approbation du bilan de réalisation. Et j'ai fait le tour. J'ai essayé d'aller un petit peu plus vite, mais comme j'ai dit, je suis disponible pour un moment aussi là, si vous avez d'autres questions.